À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Alors, notre dernier intervenant de la soirée, Maître Maxime Lapointe, de Maxime Lapointe et Associés, Inc. Alors, bienvenue à la commission. Vous savez que vous êtes notre dernier intervenant. Alors, vous avez 10 minutes pour donner l'essentiel de votre mémoire, vos grandes recommandations, puis par la suite, on va en discuter avec les parlementaires. Alors, le temps est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour la concentration qui reste. C'est une grosse journée. On a écouté beaucoup de présentations aujourd'hui. Le papa de 3 enfants avec 2 enfants à bas âge est généralement couché à cette heure-ci. Donc, c'est un exercice qui est important. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la sous-ministre, parlementaire. Merci de tenir l'exercice. Je pense que c'est essentiel. Premièrement, c'est prévu par la loi, mais aussi il y a des élections l'année prochaine et on verra est-ce qu'on va devoir rebâtir les relations avec le Canada ou les anéantir selon le prochain gouvernement qui va être élu. Malheureusement, nos parlementaires du Parti québécois ne sont pas là ce soir. On les salue. On aurait voulu leur présenter quand même des recommandations, parce que mon mémoire s'appelle 10 recommandations à mettre en œuvre dans les 100 jours du prochain gouvernement. Au terme des élections en 2026, ça s'adresse à tous les gouvernements, tous les partis au pouvoir. J'ai présenté ce document-là en 2018 au parti de la Coalition Avenir Québec, avec 10 recommandations. Certaines ont été suivies. J'ai répété l'exercice en 2022. Donc, c'est un peu ma marque de commerce, là, des recommandations au prochain gouvernement. Il n'y a pas de partisanerie. C'est fort de 15 ans d'expérience en matière d'immigration que je présente mes recommandations dans le cadre des travaux ce soir. Je vais aller directement aux recommandations pour qu'on puisse vraiment les prendre une par une, puis pour en rediscuter, évidemment, avec vos questions. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger. J'ai suivi les travaux dans les dernières semaines. On sent que les choses qui reviennent, il y a de l'écoute. Merci encore. Alors, bon, la première recommandation, ce serait de définancer le MIFI en proportion de scénarios de baisse adoptés par le gouvernement en place. Donc là, actuellement, on est sur 3 scénarios, 25 000, 35 000, 45 000 en totale déconnexion des dossiers qui sont sélectionnés par le Québec puis en attente d'admission par le Canada. On l'a entendu à plusieurs reprises. Là. Je pense qu'il y a environ 142 000 dossiers qui pourraient être terminés par le gouvernement du fédéral si jamais on augmentait les niveaux d'immigration dans telle ou telle catégorie. Le gouvernement du Canada est en train aussi de réduire ses inventaires, ses effectifs d'employés dans son ministère. Là, sur 3 ans, on veut baisser de 3 300 employés. On a environ 13 000 employés au gouvernement du Canada en immigration. Et les raisons qu'on donne, c'est justement, il y a une baisse de niveau d'immigration, puis on a fait une grosse transformation technologique. Donc là, on va avoir besoin de moins d'employés dans le futur. Alors, je pense que ce serait cohérent pour le gouvernement qui veut quand même sabrer beaucoup dans les seuils d'admission, de voir aussi les inventaires au niveau des effectifs dans son ministère. Là, il y aurait 2 500 personnes employées par le MIFI en 2023-24. Donc, il y avait 1 933 en 2020-2021. Donc, ça augmente. Dans cette recommandation-là, aussi peut-être faire analyser par le vérificateur général les contrats publics du ministère de l'Immigration. Il y avait 97 millions de contrats publics en 2023-24. Ça a baissé dans le plan rapport de gestion 2024-25 à 66,5 millions. Donc, c'est peut-être des contrats informatiques, on pourra voir, mais ça me paraît quand même un ministère qui est assez lourd là, au niveau des contrats de gré à gré, des dépenses. C'est un gros ministère de 2000 employés et plus. Il y aurait certaines réflexions à faire, à mon avis. Votre premier ministre est en train de le faire au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, deuxièmement, créer le programme de l'excellence québécoise pour retenir les talents francophones au Québec. Donc, l'objectif, c'est de préserver la vitalité du français et l'économie du Québec. Je pense qu'on peut faire les deux. Donc, ça serait d'exiger le niveau français oral le plus élevé, donc un C2. Et 12 mois de travail là, pour pouvoir retenir surtout des gens qui ont un permis vacances-travail, le fameux PVT, un permis qui est donné par le fédéral et qui permet à des gens de plusieurs pays de venir travailler partout au Canada avec un permis de travail ouvert pendant 2 ans. Ça serait quand même bien de pouvoir les retenir. Pardon, ces gens-là... Moi, des PVTistes, qu'on les appelle dans le jargon, qui viennent dans mon bureau prendre des consultations, qui me disent, avec les nouvelles limites de 10 % de travailleurs étrangers, où l'employeur ne veut pas me faire un permis de travail, j'en ai 3 par semaine là, qui prennent des rendez-vous, qui ont des Français, qui pourraient rester au Canada s'il y avait un programme un peu plus facilitant. Donc, genre, augmentons le niveau de français le plus élevé possible. Monsieur le ministre, peut-être va être d'accord avec moi là-dessus, sur le niveau très élevé, niveau 12, et le programme pourrait s'opérer soit en parallèle...
donc un peu comme le PEC ou peut-être dans le PSTQ, pourrait remplacer le PEC. Moi, j'ai des gens qui prennent des rendez-vous, qui me disent que le PEC travailleur a été suspendu au mois de juin, mais c'est écrit que ça pourrait rouvrir en novembre, mais les gens ont espoir, donc il va falloir que le gouvernement se penche là-dessus. Est-ce qu'éventuellement, on va rouvrir le PEC ou pas? Donc, aussi, revoir les moyens pour déterminer la connaissance du français. Là, moi, des gens qui ont un passeport français, des Français de France, leur faire passer un test de français, actuellement, ça congestionne les écoles de langue et les gens ratent leurs échéances, entre autres pour le permis de travail post-diplôme. Et pour la résidence permanente, il faudrait élargir un peu les moyens pour la connaissance du français. Le gouvernement l'a déjà fait, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Troisièmement, un engagement de prévisibilité de la part du MIFI envers les étrangers, les ressortissants étrangers au Québec. Plusieurs avances reculent dans les programmes de sélection permanente depuis 2019. Je pense entre autres au PEC étudiant qui a été ouvert, fermé, rouvert, refermé. Le PEC travailleur aussi, une grosse réforme en juillet 2020. Chaque immigrant a un parcours personnel, cherche une stabilité dans son parcours d'immigration, autant dans l'immigration temporaire que permanente. Là. La prévisibilité, on a entendu ça beaucoup dans les travaux actuellement. Je pense que c'est le mot qui est revenu le plus souvent. Donc, peut-être un engagement de prévisibilité qui pourrait être modulé de la manière suivante, c'est-à-dire les règles pour demander la résidence permanente vont être les mêmes pour vous à partir du moment où vous arrivez au Québec avec un statut temporaire. Je pense, entre autres, là-dessus, on pourrait instaurer une clause grand-père pour le PEC fermé en juin. C'est quand même triste, là, de voir un programme fermé par décret le 5 juin quand tout le monde était en vacances. Nous, on travaillait sur des dossiers. Il y a des dossiers qui étaient en train de se faire déposer. Mon adjointe au bureau, Nadine, pensait déposer au mois de décembre. Donc, dans la grosse réforme du PEC de juillet 2020, il y avait une clause grand-père là, pour les gens qui étaient sur le territoire avec un permis de travail. Quand il y a eu la réforme en juillet 2020, on leur permettait de déposer selon les anciennes règles, qui étaient 12 mois de travail, peu importe le niveau d'emploi. Donc, une clause grand-père pour le PEC, ça me paraît quand même important parce que la fermeture du PEC, ça a mis beaucoup de pression sur les 3 programmes pilotes qui se sont remplis assez vite avec des petits quotas de 600 demandes reçues. Et on doute que les demandes soient bonnes. Là, je vous donne l'exemple un peu plus tard que hier matin en consultation dans le bureau. Une employée dans le domaine de la santé a fait une demande dans le programme pilote accompagnée d'une avocate en immigration qui est d'ailleurs radiée. Et elle a une intention de refus de sa demande parce que, dans le fond, on demande beaucoup de documents, mais son diplôme ne la qualifiait pas. Donc, elle aurait pu déposer dans le programme Expérience québécoise s'il était encore ouvert. Là, il ne l'est pas. Donc, là, elle se retrouve avec une demande dans le programme pilote qui va être refusée parce qu'elle n'y avait pas accès, elle n'aurait jamais dû déposer. Puis, pas de demande dans le PEC parce qu'il s'est fermé. Donc, avec une clause grand-père pour le PEC, on pourrait sauver au moins cette personne-là dans le domaine de la santé. 4 minutes, merci. 3 minutes. Revoir la structure des programmes de gens d'affaires. Bon, 135 personnes sélectionnées en 2024, là, incluant des familles pour 3 programmes d'immigration, ça m'apparaît très peu. Les délais de 6 mois au stade de la sélection, c'est long pour très peu de dossiers. Il y a beaucoup de refus, d'intentions de refus. Peut-être déplacer la condition de français, exemple dans le programme des investisseurs, mettre une condition suspensive après 2 ans. On vous donne le CSQ quand vous avez le niveau B2. Ça pourrait permettre de déposer des dossiers. Le fameux 200 000 $ de contribution non remboursable aussi freine beaucoup les ardeurs des immigrants investisseurs. Alors, plus rapidement, purger les inventaires. Alors, 142 000 demandes, on en a parlé. Donc, ça serait vraiment découlé. On parlera tout à l'heure du scénario 2D. Là. Vous me ferez parler là-dessus. Pour le regroupement familial, beaucoup de gens écoutent, les gens sont inquiets, les gens ont vu les règles changer, ont vu les délais de traitement changer sur le site d'IRCC en 2023, ils ont vu que c'était plus long au Québec, les groupes se sont formés comme Québec Réunifié, on les salue. Moi, je ferai attention quand même. Là, nous, comme avocats en immigration, on a beaucoup de dossiers. Les gens nous demandent de fermer pendant le traitement des dossiers qui rallongent, évidemment, mais même pendant qu'on monte le dossier. Donc, je regardais quand même le taux de survie des couples des 5 dernières années, juste être sûr que quand même l'intégrité du programme est protégée. Mais avec les scénarios proposés, M. Morin, on pourra en reparler. Là, 2A, 2B, ça ne fonctionnera pas au niveau des délais de traitement. Donc, annuler le décret, on pourra en reparler. Créer un poste de commissaire permanent à l'immigration, je veux vous en parler. Là. Dans le bureau d'avocat, le mien, on voit beaucoup des gens qui utilisent le programme Entrée Express, programme fédéral. Ils déclarent leur intention de vivre partout ailleurs qu'au Québec. Puis finalement, ils prennent rendez-vous en disant je suis arrivé directement au Québec, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Donc, ils ne rentrent pas dans vos 25, 35, 45 000 personnes laissées au Québec. Je trouve ça quand même particulier. Donc, il y a des flux irréguliers d'immigration aussi dans le regroupement familial. Les gens veulent aller dans d'autres provinces parce que c'est moins long. Un commissaire à l'immigration pourrait surveiller un peu, ne serait-ce qu'une boîte de courriel où on pourrait envoyer des situations qui m'apparaissent un peu sensibles comme avocat de l'immigration. Revoir la liste des professions éligibles au traitement simplifié. Je trouve ça normal que le ministre ait appris dans les médias que le Québec allait remettre de 20 à 10 parce que essentiellement, le Canada a remis les règles dans le programme des travailleurs étrangers temporaires comme c'était avant la COVID.
Donc, il fallait dire, non, nous, on a une liste de professions éligibles au traitement simplifié. Elle est valide jusqu'en février à tous les ans, 2025. Laissez-nous prolonger les permis de travail, traitement simplifié illimité de travailleurs pour 3 ans. Puis, on va au moins pouvoir renouveler la flotte de travailleurs. On aurait pu éviter la crise des 250 entreprises qui étaient devant le Parlement ce matin. Là. Donc, pour dépolitiser l'immigration temporaire, prenez le diagnostic de moyen terme du MIFI que vous utilisez dans le PSTQ pour voir quand c'est en déficit, léger déficit. Si c'est déficit, léger déficit, ça devrait être en traitement simplifié, permis de 3 ans. Puis j'aurais 2 autres recommandations qu'on pourrait essayer de glisser un petit peu plus tard. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, on commence les discussions avec le ministre et la banquette gouvernementale. 16 minutes 30 secondes. Merci beaucoup. Présentation atypique par rapport à d'autres groupes qu'on a eus avant nous. Je trouve ça particulier que vous commenciez en disant « Je présente pour les premiers 100 jours du prochain gouvernement ». La planification pluriannuelle, elle se fait maintenant en commission avec les collègues des oppositions. J'imagine que vous souhaitez qu'il y ait des éléments de ce que vous dites aujourd'hui qui soient retenus dans la planification maintenant, qui vont engager le Québec sur 4 ans? Oui, mais en même temps, les dernières planifications 2023, vous êtes arrivé avec 2 scénarios, vous n'en avez respecté aucun. Donc, on ne sait pas nécessairement dans vos 3 scénarios lequel va être retenu. Puis, dans votre document de consultation, vous dites même qu'il y avait le scénario 2D, qui était 80 000 admissions par année, qui est l'équivalent du poids du Québec dans le Canada. Vous l'avez analysé, mais vous ne l'avez pas retenu. Donc, on arrive avec 3 scénarios de baisse quand les 3/4 des intervenants qui sont venus ici vous ont demandé plus d'oxygène en immigration. Donc, pour le 100 jours, parce que j'étais en entrevue, je comprends votre point, là, à la radio la semaine dernière, et l'animateur me dit « Mais pourquoi pas dans les 100 prochains jours au lieu de dans les 100 jours ou dans les 100 derniers jours? » C'est un exercice, comme je vous dis, que j'avais fait en dehors des consultations avant les élections de 2018, quand vous avez pris le pouvoir. J'ai accompagné votre gouvernement en devenir, en disant « Voici, à mon avis, ce qui devrait être fait. » Donc, c'est juste au niveau de la marque de commerce. Évidemment, moi, j'aimerais qu'on reparte d'ici dans votre plan d'immigration que vous allez déposer le 6 novembre avec une clause grand-père pour le PEC, pour les gens qui étaient sur le territoire, puis pour les travailleurs étrangers temporaires. Votre clause grand-père, Monsieur le ministre, votre clause grand-père de travailleurs étrangers temporaires, j'ai de la misère à la comprendre. Est-ce que ça veut dire des permis de 3 ans dispensés d'affichage de poste? Est-ce qu'on tomberait en traitement simplifié? Est-ce que ce serait des permis d'1 an, des permis de 2 ans? Donc, au niveau des travailleurs étrangers temporaires, oui, assurément, il faut un gain. Puis ma recommandation dans ce sens-là, ce serait immédiatement, dans le plan d'immigration, le document diagnostic moyen terme 2024-2028, les professions qui sont en léger déficit ou en déficit, tant qu'ils demeurent en léger déficit ou en déficit, ça devrait être traitement simplifié, laisser les entreprises prolonger leur flotte de travailleurs étrangers, puis on pourra discuter après. Je comprends votre point. Est-ce qu'on en veut plus que ceux-là qu'on veut régulariser ou pas? Mais pour répondre à votre question, il faut repartir avec certains gains, là, j'ai l'impression. Une chance, vous avez répondu à la question parce qu'honnêtement, vous m'aviez perdu un peu dans votre réponse. Vous dites que la plupart des intervenants ont dit plus d'immigration que les seuils, mais il y a quand même beaucoup d'intervenants qui sont venus qui parlaient au nom exactement des mêmes personnes, là. Et disons que plusieurs regroupements, des différentes chambres de commerce étaient tout le temps à venir répéter le même message, mais il y a eu des économistes puis des experts qui sont venus dire autre chose, notamment Pierre Fortin, notamment des instituts qui nous ont parlé d'autre chose puis qui nous ont dit qu'il y avait une espèce de fuite en avant en pensant que toujours plus d'immigration allait améliorer les services publics, que toujours plus d'immigration allait combler la pénurie de main-d'œuvre, que c'est une espèce de fuite en avant, une espèce de système de Ponzi. Là, en pénurie de main-d'œuvre, je vais venir des immigrants, les immigrants ont des besoins. Je suis en pénurie de main-d'œuvre, je vais venir des immigrants, les immigrants ont des besoins. Ça a été soulevé aussi dans le cadre des consultations. Il y a plusieurs institutions d'enseignement qui sont venues nous dire essentiellement de conserver les niveaux actuels d'étudiants étrangers, ce qui est proposé dans le cahier actuel. Donc, je pense qu'il y a quand même eu, je vous dirais, une bonne traction des propositions dans le cadre des choses qui sont proposées. Il y a aussi, je vous dirais, les banques, les économistes
la CIBC, Desjardins, CD House, ce matin dans le journal la Banque Scotia, qui dit à peu près toute la même chose. L'arrivée massive, récente, soudaine, de très nombreux immigrants, surtout temporaires, sont venus causer une baisse de la productivité, une baisse du PIB par habitant, une hausse du chômage, particulièrement chez les jeunes. Donc, il y a quelque chose là à considérer, je pense. Avez-vous lu ces études-là des économistes des différentes grandes institutions? J'ai lu le mémoire de M. Pierre Fortin parce que vous le citiez beaucoup dans les dernières semaines, donc je me suis quand même donné la peine d'aller le lire. Puis j'ai trouvé ça incohérent dans le sens qu'on ne peut pas dire dans une recommandation que le gouvernement a un engagement de respect avec ce qu'on a promis aux immigrants, puis la phrase d'après, dire que la baisse de 32 % des immigrants souhaitée par le fédéral sur 3 ans, ce ne sera pas assez. Donc, moi, je suis vraiment... Les économistes sont sur le macro, OK, mais sur le micro, là, il y a 142 000 personnes à qui vous avez donné des CSQ. Là. Donc, moi, j'étais avec une famille en consultation hier, des gens d'affaires qui sont à Trois-Rivières, dans le domaine de la construction, à qui je dis, bien là, il faut qu'on prolonge votre permis de travail parce que vous n'aurez pas la résidence permanente avant la fin de votre permis au mois de décembre. Puis quand on regarde sur le site d'Immigration Canada, ils ont granulé, comme vous disiez tout à l'heure, les délais de traitement, et on voit qu'on en a pour 77 mois. Donc, des permis de travail à renouveler, on va en avoir beaucoup. Et ça crée de l'insatisfaction. Mais si vous avez fait un écoulement des demandes dans la catégorie des gens d'affaires 2023-2024, mais il aurait fallu écouler juste un petit peu plus pour être vraiment sûr qu'on soit en adéquation entre la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Ensuite, pour les étudiants étrangers, moi, quand je regardais la baisse globale pour le Canada souhaitée par le gouvernement du Canada, le quota pour le Québec alloué par le fédéral est plus élevé que ce que vous avez comme étudiants étrangers. Donc, le Québec, on a moins d'étudiants étrangers que d'autres provinces, et c'est d'autres provinces qu'on venait un peu chicaner. Là. Pour le PIB, il faut que je vous en parle aussi, parce que je parlais avec M. Bourgousseau ce matin, le maire de Thetford-Mines, qui est venu vous parler ce matin. J'étais à la radio, à Radio-Canada, avec lui ce matin, puis hors d'onde, j'ai dit PIB par habitant. Tu sais. Puis ce qu'on se disait, c'est que pour un entrepreneur, c'est un peu choquant de se faire dire on ne vous permettra pas de renouveler vos travailleurs étrangers qui vous permettent de livrer des contrats puis de donner des emplois à des Canadiens parce que vous ne faites pas assez monter le PIB par habitant, vous faites monter le PIB global. Je trouve que c'est un peu réducteur là, pour les entrepreneurs qui sont imaginatifs. On a entendu ici des Olimel qui disent qu'ils dépensent de l'argent maintenant et investissent dans la santé mentale de leurs employés parce qu'ils sont en détresse psychologique à cause des changements de règles. Donc, on a entendu toutes sortes de choses, là, mais les économistes ont droit à leur opinion aussi. Là. Mais, oui, mais je veux dire, cet exemple, cette anecdote que vous sortez, comme quoi on ne voudrait pas renouveler le permis d'un travailleur étranger temporaire parce que le PIB par habitant ne serait pas élevé, c'est pas la politique du gouvernement québécois. Là. Nous, on demande à ce que ce permis-là soit renouvelé. Oui, vous le demandez depuis le mois de juin. C'est la recommandation, c'est la demande. On n'a jamais demandé à ce que le fédéral débarque en septembre 2024, et change les règles des travailleurs étrangers temporaires, raccourcisse la durée des permis, puis débarque avec son 20 %, son 10 %. Et là, on a vu une espèce de déperdition de travailleurs étrangers temporaires. On a dit, c'est pas ce qu'on a dit. Nous autres, on n'a pas une politique mur à mur là, de Gatineau à Gaspé sans aucune nuance régionale. On a une particularité vraiment à Montréal et Laval où il y a des taux de chômage différents, une langue française menacée, une grande disponibilité de main-d'œuvre, notamment à demandeurs d'asile et PMI en très, très, très grand nombre. Fait que oui, on veut certainement serrer la vis dans cette région-là, mais pour le reste, on n'a jamais demandé l'intervention du fédéral. Ce qu'on a demandé, c'est reste de ton bord de la rivière des Outaouais. Là. Arrête de mettre le trouble dans notre économie régionale. Donc là, ce que vous me sortez, l'argument PIB par habitant, en lien avec le non-relevé des TET, c'est pas notre politique. Ce qu'on souhaite, c'est que nos TET en région puissent renouveler leur permis, puis graduellement, en fonction de la capacité d'accueil, oui, avec le nouveau programme sélection des travailleurs québécois, qualifiés québécois, on va dire les deux, et qu'on en fasse basculer plusieurs graduellement, pas à 50 000 la première année, non, graduellement, du statut de temporaire
en permanent. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas juste de même dire, bien, l'immigration, plus qu'il y en a, mieux c'est, peu importe la région, peu importe la qualification, peu importe le domaine d'emploi. Si vous êtes au Québec, même un statut temporaire, vous avez ce droit inaliénable d'y rester. C'est là où je débarque. Lorsqu'on dit à quelqu'un, bien, tu sais quoi, t'es admis dans tel cégep pour un programme de 3 ans, bien, je pense qu'on vient de lui dire, t'es admis dans un cégep programme de 3 ans. On lui a pas dit, tu vas vivre au Québec pour toute ta vie. On dit, t'es admis pour un programme de 3 ans. Oui, mais quand on dit un travailleur étranger temporaire, mais regarde, on a besoin de toi. Ça fait ton affaire de venir pour 2 ans ou 3 ans. Ça fait l'affaire de l'entreprise. Ça fait l'affaire de l'État. Très bien. Mais ça se peut qu'à la fin du permis, il soit renouvelé. C'est ce qu'on demande en ce moment. Mais ça se peut aussi qu'il ne soit pas renouvelé. Pour nous, d'un point de vue conceptuel, lorsqu'on fait venir un étudiant, on le fait venir pour la durée des études. Lorsqu'on fait venir un TET, on le fait venir pour la durée du permis. Mais quand on se fait dire, bien écoutez, il y a 50 000, 100 000, 200 000 personnes sur le territoire québécois, ils sont ici, ils payent des impôts, ils ont un appartement, s'ils sont ici, ils ont le droit de rester. Moi, je dirais, attendez un peu. En tout cas, là, est-ce que c'est ce que vous êtes aussi? Parce que plusieurs l'ont dit avant vous. Bien, c'est que vous êtes le 5e ministre de l'Immigration de votre formation politique. Puis chaque ministre est allé un peu avec différentes approches. Et entre autres, Jean Boulet a ajouté beaucoup de professions, là, de catégories, des postes peu spécialisés à la liste de professions éligibles au traitement simplifié. Puis généralement, bien, votre gouvernement a organisé quand même beaucoup de missions de recrutement à l'international. On a amené des entreprises recruter les travailleurs avec des fonds publics. Et dans ces événements-là, on leur a quand même dit la résidence permanente se demande après 2 ans puis un niveau de français dans le PEC travailleur. Là. Donc, c'était ça les règles. Les gens ont décidé de venir au Canada sachant qu'ils avaient accès à la résidence permanente avec un niveau de français puis 24 mois de travail dans un emploi spécialisé. Pour le PEC étudiant, c'était plus ou moins clair. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Puis je l'ai dit ici en 2023 à votre prédécesseur, rouvrir le PEC mur à mur, pas d'expérience de travail. Je dis, vous allez faire le saut. Là, dans les 36 derniers mois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont se qualifier. Vous l'avez refermé. Moi, j'étais pour un PEC unique, là, un diplôme au Québec, une expérience de travail. Je pense que ça prend les deux. OK? Donc, on est arrivé... de travail, c'est le volet 1 du PSTQ. Ça, c'est votre lecture du volet 1, parce que le volet 1, il s'appelle compétences intermédiaires ou manuelles. Oui, c'est sûr que il s'appelle compétences intermédiaires ou manuelles. Il ne s'appelle pas Diplômé du Québec. Actuellement, vous l'utilisez pour inviter des diplômés du Québec, puis c'est correct. Mais c'est pas le nom du volet 1. Je vous ai entendu à plusieurs fois là-dessus. Mais là où ça blesse, là, c'est qu'il y a eu 275 professions éligibles à un traitement simplifié, des entreprises qui ont recruté 10, 20, 30, 40 % de travailleurs étrangers au Québec qui n'avaient pas accès dans le reste du Canada. Le PTT n'est pas populaire dans le reste du Canada, autant qu'ici, en termes de proportion. Alors là, on est passé d'entreprises qui avaient 50 % de travailleurs étrangers à 10 % à partir du mois de septembre 2024. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, M. le ministre, qu'il aurait fallu défendre le traitement simplifié pour dire non, nous, on a négocié, on a bataillé avec le gouvernement du Canada pour ajouter ces professions-là qui sont en pénurie chronique. Et on vous demande de respecter le traitement simplifié pour avoir de la prévisibilité à ce moment-là précisément, pour repartir sur des permis de 3 ans et éventuellement de la résidence permanente. C'est en septembre 2024 où c'est arrivé, puis ça a été peut-être difficile politiquement pour votre gouvernement de vouloir sauver des immigrants quand ça faisait déjà 1 an qu'on disait qu'il y en avait trop sur le territoire. Je ne sais pas au niveau de la joute politique, mais à mon avis, c'était là qu'il fallait intervenir. Là, votre lettre, c'est très bien. Moi, je suis là pour vous encourager. Le diagnostic de pénurie de main-d'œuvre 2024-2028, ça dit clairement ici, que alors, plus de la moitié des 516 professions de la classification nationale seront en déficit de main-d'œuvre, 56 en déficit et 207 en léger déficit. Et à la fin, on dit aucune profession ne sera en surplus. Là. Donc, c'est quand même important de le savoir. Il n'y a pas de profession en surplus de personnel. Il y en a en léger déficit, il y en a en équilibre. Je me baserai là-dessus pour déterminer qu'est-ce qui est en pénurie pour vrai. Là. Très bien. Je vous remercie, mais j'ai des collègues qui veulent poursuivre l'échange avec Merci, vous. Monsieur le ministre. La députée de Vimont, il vous reste 2 minutes 35 secondes. Bon, merci. Vous suggérez des coupures en francisation. C'est un peu surprenant parce que, bon, le droit, l'apprentissage de la langue, c'est un droit. C'est ce qui permet justement de favoriser une bonne cohésion sociale. C'est ce qu'on veut.
on a quand même francisé en 2024-2025 90 000 personnes. On sent le budget a augmenté aussi, donc on sent véritablement un engouement. C'est un engouement, puis c'est quelque chose aussi qui est poussé de l'avant par notre gouvernement. J'essaie de comprendre la logique. Bon, on avait eu la même discussion plus ou moins en 2023 ensemble. Là, c'est peut-être au niveau de l'intervention de l'État là, où j'ai un certain malaise. On dit souvent, gauche, des mesures plus sociales, droite, plus économique. Votre gouvernement, c'est comme de la gauche économique. Là. Vous êtes intervenu beaucoup. Tu sais, Francisation Québec, c'est 250 millions. Vous avez francisé 90 000 personnes, c'est bon, mais la question, c'est est-ce que ça aurait pu être à moindre coût? Là? Moi, je trouve que la meilleure initiative, Madame la députée, que votre gouvernement a faite en matière de francisation, c'est les coffrets passe-partout pour les nouveaux arrivants qui arrivaient en 2023. On leur donnait un sac avec des coffrets pour écouter passe-partout. Le français, ça passe par la culture. Puis ça passe par l'éducation. Puis je trouvais que c'était vraiment parfait parce que ça ne coûtait pas non plus des millions. On n'était pas à 250 millions de dollars là, pour cette mesure-là. Donc, c'est au niveau de l'intervention de votre gouvernement. On l'a entendu beaucoup par les entreprises aussi. Les secteurs privés sont imaginatifs. Nos PME veulent que ça aille vite, veulent que ça fonctionne. Il y a beaucoup qui ont délaissé votre offre de service pour s'arranger avec embaucher un professeur à la retraite ou donner d'autres cours. Aujourd'hui, on l'a entendu encore, des fois, c'est les créneaux horaires. On peut comprendre là, que c'est pas évident pour un immigrant qui travaille déjà 40 heures par semaine de suivre des cours. Mais c'est sûr, vous savez, c'est encouragé, ça aussi. Je pense que les entreprises peuvent faire preuve de créativité. Je pense que le problème, il n'est pas là. Mais vous parlez des petits coffrets, là, passe-partout. Là, on parle quand même de jeunes enfants. Oui, c'est important, la francisation commence à un jeune âge, mais vous savez, pour avoir rencontré plusieurs groupes, à Montréal notamment, où des gens ont été francisés, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit en différé. Il y a quand même un large éventail de services dans la francisation. Donc, c'est pas que les... Puis, vous savez, malheureusement, des fois, il peut y arriver aussi que les entreprises ne sachent pas non plus tout ce que Francisation Québec peut offrir. Bon, c'est pas correct. On a fini. Merci. J'ai compris. Merci beaucoup. Oui, c'est ce qui termine cette première ronde de discussion. On poursuit avec le député d'Acadie pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir, Maître Lapointe. Merci pour votre présence à la Commission. Merci pour votre document. Je vais commencer avec votre liste de recommandations, la recommandation numéro 5. Parce que vous recommandez, suggérez de purger des inventaires des demandes prises en étau entre la catégorie sélection par le Québec et la mission par le Canada. Ma compréhension, c'est que présentement, là, il y a à peu près 142 000 personnes au Québec qui ont un CSQ. Donc, et corrigez-moi si je suis erreur, donc le Québec a reconnu qu'il pouvait éventuellement accéder à la résidence permanente. Permanente en traitement où le fonctionnaire du fédéral attend juste... Il faut comprendre pour les fameux quotas, les seuils, que si le fonctionnaire du fédéral a terminé le quota du Québec dans son plan d'immigration en avril, là, le fonctionnaire du fédéral va aller faire d'autres choses le reste de l'année. Il ne va pas attendre. Puis ça se peut qu'en janvier, il ne reparte pas nécessairement sur les dossiers Québec. Là. Donc, c'est ça, des fois, une mauvaise adéquation entre les cibles au niveau de la sélection puis de l'admission. Puis là, ça fait en sorte que oui, on arrive avec un rapport de gestion qui dit qu'on a fait 59 000 admissions en 2024, mais dans le fond, c'est parce qu'on a retenu des dossiers. Nous, à l'interne, dans le bureau, on le voit. Quand on arrive en fin je pense que c'est au 30 novembre ou au 31 octobre, que l'année des quotas, on voit que les dossiers traînent un peu, on nous demande un document additionnel, puis étrangement, l'année repart, puis là, des fois, on a des résidences permanentes. Donc, tu sais, ça serait, à mon avis, évitable. Là, vous voyez mon point, vous me parlez de mon point 5, mais mon point 5C, c'est régler une bonne fois pour toute la saga dans la catégorie du regroupement familial. Puis ça, on va en reparler, Maître Lapointe, parce que c'est un dossier que j'affectionne particulièrement, qui est particulièrement important. Mais revenons à nos 142 000, parce que, bon, ça, évidemment, là, si vous me permettez l'expression un peu imagée, le Québec a ouvert la porte à, éventuellement, ce qui reste sur le territoire. Mais évidemment, le Québec envoie aussi des seuils au fédéral. Et donc, une fois que le fonctionnaire fédéral a fini de traiter le nombre le seuil qu'il a, bien, il arrête.
ces gens-là, ils sont sur le territoire. Ils sont ici, là. Ils sont logés, ils travaillent. N'est-ce pas? La plupart. Exact. Puis là, quand ils travaillent, ils demandent un permis de travail au fédéral. Ouais. Puis Là, on ça, est dans ça le fait programme un- mobilité internationale. Ça fait un PMI. Ouais, c'est ça. Puis là, bien, plus ça prend de temps pour qu'ils deviennent permanents, bien, là, à un moment donné, le PMI expire. Fait qu'ils redemandent un autre PMI. C'est ça. Puis là, ça fait gonfler le nombre de PMI. Puis là, ça monte en flèche. C'est à peu Mes près ça. collègues de l'Association des avocats en l'immigration vous parlaient de ça, justement, Ouais. des défauts temporaires, là, donc des gens qui ont un CSQ en attente de résidence permanente uniquement à cause d'un seuil artificiel. C'est un peu ça qui vous expliquait, oui. C'est ça. Maintenant, quand on regarde les scénarios dans le cahier du gouvernement, le 2A, 2B, 2C, si jamais c'est le scénario 2A qui est retenu, avec un 25 000 par année, comment on va y arriver? Ces gens-là, là, les 142 000, ça va prendre combien de temps avant qu'ils deviennent permanents, Mais ça des va, citoyens entre canadiens? 5 et 8 ans, puis peut-être plus 10 à 30 ans pour des catégories, disons, plus humanitaires. Là. Ouais. Je comprends le gouvernement de dire, nous, dans notre exemple, 50 000 admissions par année, bien, on veut avoir une plus grande proportion de la tarte dans l'immigration économique parce qu'on la contrôle avec un CSQ. Donc, ça fait qu'il y a des laissés-pour-compte, l'immigration humanitaire, les réfugiés, puis le regroupement familial, entre autres, parce que dans le document de consultation, on lit, là, on ne contrôle pas l'entrée, mais on veut contrôler la sortie. Donc, ça fait un peu comme un serpent qui avale une souris, là. Donc, on est un peu pris là-dedans. Dans les scénarios 2A, 2B, 2C, bien, dans le document de consultation, il y avait, à mon avis, le scénario 2D, qui était 80 000 admissions, qui est le poids démographique du Québec dans le Canada. Puis il pourrait avoir le scénario 2E, qui dit que l'accord Canada-Québec permet d'augmenter les cibles de 5 pour des raisons démographiques. On n'a jamais eu autant de personnes sur le territoire du Québec, donc on pourrait aller à 80 000 plus 5 ne serait-ce que pour vider les inventaires. Parce que si le prochain gouvernement décidait que la résidence permanente, c'était 25 000, 30 000 comme le Parti québécois, il ne faut pas faire souffrir les gens à qui on a déjà donné un certificat de sélection du Québec. Donc moi, mon travail ce soir, c'est d'essayer de dire écouler les inventaires. Le gouvernement le fait dans la catégorie des gens d'affaires. Il en reste encore. Le regroupement familial, si c'est trop contraignant pour rentrer ça dans 50 000 ou 40 000 ou 25 000, sortez-le, laissez-le au fédéral. Parce que moi, ma lecture, c'est que le Québec n'a pas le droit de mettre un quota pour la réunification des familles, puis le Canada n'a pas le droit de l'écouter. Là. Donc ça, c'est ma compréhension à moi. Oui. J'ai envoyé une mise en demeure au gouvernement en 2024. Il y a eu une poursuite. Je l'ai retirée parce que mon client a eu la résidence permanente. Il y a eu des chicanes entre Mark Miller et Christine Fréchette. Est-ce que c'est un affront aux compétences du Québec ou pas? Ça a fait qu'aujourd'hui, on a un moratoire sur la réception des demandes. Qu'est-ce qui va arriver au mois de juin 2026 quand ça va rouvrir la réunification des familles pour 10 000 dossiers de CSQ? Ça va être plein en 2 heures. Là. Donc, c'est un peu tout ça qui c'est réglable. Puis quand on parle justement du regroupement familial, là, présentement, le seuil, c'est à peu près 10 600 le dossier. Là. Dans le scénario 2A, ça tomberait à 5 800. Et ça prend déjà 3-4 fois plus de temps au Québec que dans le reste du Canada pour avoir du regroupement familial. Ça va faire quoi? Ça va prendre 8 ans, 9 ans, 10 ans pour regrouper des familles. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Exact. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que dans le plan d'immigration 2017, avant l'entrée en poste du gouvernement actuel, il y avait eu une année dans le plan d'immigration, on voyait qu'il y avait un petit peu plus que 10-11 000 admissions là, pour la réunification des familles. Puis on disait, c'est le fédéral qui a décidé d'accélérer le traitement des dossiers. C'est comme si l'ancien gouvernement reconnaissait qu'en matière de réunification des familles, selon l'accord Canada-Québec, mais c'était une catégorie qui était majoritairement fédérale. T'sais. Mais on dirait que le gouvernement actuel a compris ça d'une autre manière en se faisant élire, en disant qu'on allait baisser l'immigration de 20 de 50 000 à 40 000. Donc, c'était quand même du mur à mur à ce moment-là. Il fallait essayer de comprendre, une fois élu, qu'il y avait des catégories. Et là, on a coupé, mais on a remonté rapidement. Mais c'est tout ça que, d'un gouvernement à l'autre, c'est pas nécessairement compris pareil. Puis le poste de commissaire à l'immigration pourrait aider à ça, là, avoir des bonnes relations avec le fédéral, s'assurer que les fonds
sont payés par le fédéral pour l'accueil de réfugiés. C'est sûr que ça crée une pression aussi, parce que je veux en parler un peu de réfugiés, donc c'est pas la question, mais quand même, ça crée de la pression. Peut-être que le Québec pourrait dire au fédéral, écoute, nous, on va garder nos factures, tu vas nous les payer, on va charger 150 % de ce que ça coûte de donner les services, parce que pendant qu'on donne les services aux demandeurs d'asile, on ne peut pas le donner à nos Québécois, nos résidents temporaires, nos résidents permanents. Donc, une relation Québec-Canada, à mon avis, ça va être à réparer un petit peu. Oui, puis le dialogue, surtout dans ce domaine-là, avec le Canada est important, parce qu'il y a une compétence qui est un peu partagée. Je pense qu'il faut rouvrir l'accord Canada-Québec. Je l'insère là parce que ça va pas manquer de temps. Ma recommandation 9, mais je pense parce que là, l'accord Canada-Québec qui date de 1991 n'a pas été pensé pour que le fédéral compense des services de francisation et d'intégration à des demandeurs d'asile qui sont pris dans une commission statut de réfugié qui est inondée de dossiers. Là. Ça a été pensé pour que le Québec se fait rembourser par le fédéral pour l'accueil de réfugiés. Donc, demandeurs d'asile en attente, réfugiés, c'est deux choses. Est-ce que le Québec se fait payer les sommes du fédéral des dernières années pour l'accueil de réfugiés? On parlait d'un 750 millions, c'était pas tout à fait payé. Des fois, on vient qu'on le sait pas. Je pense que c'est le temps de rouvrir l'accord Canada-Québec. Si le Québec veut les pleins pouvoirs en immigration, c'est par là qu'il faut passer. L'article 33 de l'accord dit à chacune des parties que dans un délai de 6 mois, on peut demander à l'autre de rouvrir l'accord. C'est la bonne chose à faire. Je comprends que c'est pas fait. C'est ce que vous suggérez dans votre document. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne au PEC, programme qui a été suspendu. Vous avez fait référence à certains clients que vous avez rencontrés dans votre bureau. Moi, j'ai rencontré, il y a des gens qui sont venus me voir dans mon bureau qui étaient totalement en désarroi parce que et c'était en plus, dans la majorité des cas, c'était les Français, donc question de francisation, c'était parfait, il n'y a pas de problème. Ils ont tout vendu en France. Quand ils sont partis de la France, le PEC était ouvert. Ils sont restés ici, ils ont travaillé, ils veulent rester, mais là, ils ne peuvent plus. Mais là, ils n'ont plus rien en France parce qu'ils ont tout vendu. Alors, ça serait quoi votre recommandation, au moins pour les gens qui sont ici, tu sais, que quelqu'un présentement à l'extérieur du Québec voit que le programme est suspendu, bien évidemment, il ne viendra pas, il ne pourra pas l'utiliser. Mais quelqu'un qui est dedans depuis, je ne sais pas, 1 an ou 2, là, il n'y aurait pas moyen au moins de traiter ces dossiers-là, parce que là, c'est comme si le contrat qu'on avait avec eux, bien, le gouvernement du Québec a décidé unilatéralement de le casser. Oui. Bon, on a appliqué le frein d'urgence à plusieurs égards. La population a demandé de baisser les volumes d'immigration autant au Québec qu'au Canada. Il faut comprendre quand même tout ça. Mais par rapport à la régionalisation, les intervenants qui sont venus vous voir aujourd'hui, on a vu, Monsieur le ministre, chacun vous demande leur proportion de la population dans le Québec, puis on dirait que tout le monde tire un peu là-dessus déjà. Mais le programme Expérience québécoise, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est on va laisser le marché aller, apprenez le français, lui faites une demande. Moi, je disais dans les médias, à Mario Dumont l'année dernière, moi, des gens qui parlent français, qui travaillent depuis 2 ans dans un emploi spécialisé, je les prends tous. Ça l'avait fait sursauter. Mais pour moi, des gens qui travaillent ici, qui sont intégrés, sont là depuis 2 ans. Donc, pour répondre à votre question, une clause grand-père pour les gens qui étaient sur le territoire avec un permis de travail, quand il y a eu la fermeture en cachette du PEC au mois de juin, c'est facile à mettre en œuvre parce que le même gouvernement le fait en 2020. Quand ils ont changé les règles du PEC en juillet 2020, il y avait une clause grand-père. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de faisable pour le gouvernement. Puis ça réglerait, parce que j'ai entendu aujourd'hui les intervenants, puis je trouvais ça compliqué. Là, chacun va finir. On l'a vécu en 2019 quand on a fait un PEC région, puis un traitement simplifié région. On a retourné à la table à dessin assez rapidement là, dans les réformes. Donc, le PEC, l'immigration est déjà régionalisée. Les entreprises savent comment intégrer des travailleurs. Il y a des gros volumes, on le sait. Faisons-leur confiance. Ils ont développé des systèmes pour franciser des fois par eux-mêmes. Et je comprends que le gouvernement actuel pourrait s'inspirer de son propre précédent pour gérer le PEC. Exact. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Alors, on termine avec le député de Laurier-Dorion pour 4 minutes 8 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur. Écoutez, je voudrais revenir sur votre recommandation numéro 6. Vous en avez plusieurs. Convenir avec les fédérales de ramener les délais de traitement à ceux du reste du Canada. Ça concerne la catégorie du regroupement familial. Quel est le délai dans le reste du Canada? Bon, aux dernières nouvelles, c'était 12-13 mois. C'est toujours une question dans le plan d'immigration, le nombre de dossiers qu'on reçoit versus ce qu'on veut traiter. Le fédéral avait la marge de manœuvre.
là, avec le Canada, baisse aussi ses propres volumes d'immigration. Ça va créer une pression comme on voit au Québec là, dans les prochaines années. On le voit entre autres dans la catégorie du visa pour le démarrage d'affaires, là, qui est l'équivalent du volet 1 du programme des entrepreneurs. Au fédéral, ils ont des gros enjeux. Ils ont reçu beaucoup trop de dossiers par rapport au quota qu'ils voulaient allouer pour ce poste-là. Donc, pour répondre à votre question, les délais de traitement, c'est quelque chose qui se règle là, avec une hausse des seuils. 12-13 mois en ce moment. Et au Québec, c'est combien? C'est 36-38, puis ça va être plus avec justement soit le nouveau plan ABC, mais surtout aussi avec la suspension, parce que là, on retient aussi des dossiers au niveau de la demande d'engagement qui vient avec un certificat de sélection. Là. Donc, ça va monter à, ça peut être 5, 8, 10 ans. Là. Et ça, c'est des gens qui se trouvent à l'extérieur du Canada? Il y a les deux. Il y a beaucoup de gens. Nous, 95% des parrainages qu'on dépose, les gens sont déjà ici. S'ils ne sont pas ici parce qu'ils ont besoin d'un visa, le fédéral a fait une mesure en 2023, en mai 2023, Sean Fraser, l'ancien ministre de l'Immigration, pour réunir les familles. Donc, on aide à avoir un visa. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons que les familles ne soient pas réunies ici. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est essayez pas d'aller dans une autre province, même si c'est plus long au Québec. Au moins, vous allez être ici avec votre conjoint, votre mari, peu importe, et un permis de travail qui se renouvelle. Donc, c'est pas parfait, parce que nous, on le voit, les gens nous disent on va déménager dans une autre province parce que c'est plus rapide, on le voit toutes les semaines. Mais vous dites de traiter ça hors programme. Là. On a un programme avec une mécanique qui est très lente, donc c'est comment dire, à un moment donné, sortir tout ça et régler ça une fois pour toutes. C'est ça que vous dites? Bien, je pense qu'avec avec un écoulement des demandes, on pourrait au moins faire baisser les délais de traitement pour les ramener à ce qui sont au fédéral. Ce serait quand même une petite victoire là, qui est non négligeable pour les gens qui attendent dans la précarité aussi d'un statut à renouveler. C'est pas tous les gens qui sont réunis. On voit des refus. Nous, on a eu des refus des gens qui ont une conjoint à l'étranger qui a besoin d'un visa. Puis quand il y a un enfant, étrangement, on a eu plus de refus que quand il n'y avait pas d'enfant. Tu sais, on n'a pas 100% de succès pour les gens qui ont besoin de visa. Quand les gens n'ont pas besoin de visa, ils voyagent avec une autorisation de voyage électronique. Ils sont ici, on prolonge le statut, on est capable d'arriver assez facilement. J'ai jamais vu ça au Québec. Ça s'est fait au gouvernement fédéral? De traiter un groupe hors programme, là... Non, parce que le fédéral n'a jamais eu à se poser ces questions-là. Parce que quand on avait, exemple, 500 000 d'admissions par année, on était capable de gérer les dossiers à traiter dans l'année, puis s'en garder un petit peu pour l'année prochaine, puis de gérer des délais de traitement qui sont usuels. Ma requête en cours supérieure pour justement le regroupement familial, c'est, je disais, les délais du fédéral sont usuels, 12 mois c'est usuel, et les délais du Québec de 36-42 mois sont inusuels. Donc, c'est l'essentiel. Le fédéral, généralement, premièrement, prépondérance des pouvoirs en immigration, il faut se le rappeler, là, puis il faut prendre pour acquis que les délais du fédéral sont usuels, là, comprenez? Mais puisque le Québec a une capacité, une compétence dans le regroupement familial, pourquoi que le Québec ne pourrait pas utiliser la solution que vous prenez? Il y a une question de faire rentrer tout ça dans la tarte totale de 50 000 admissions ou 25, 35, 45. Le gouvernement, je le comprends, mais je le respecte, dit, nous, dans notre exemple, 50 000 immigrants résidents permanents par année, bien, on va avoir plus d'immigrants économiques. Mais là, on le fait au détriment de... Dans l'humanitaire, on vous le dit ici, c'est 10, 20, 30, 40 ans bientôt. Là. Donc, c'est à revoir. La sélection, l'admission, on peut écouler les délais de traitement avec un peu plus de vision, mais surtout en augmentant les seuils, juste pour décongestionner temporairement, disons. Merci. Merci beaucoup, Maître Lapointe. Alors, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux. Je vous souhaite un bon retour avec votre petite famille et la commission ajourne ses travaux au mercredi 29 octobre après les avis touchant les travaux des commissions.